Pour que le jingle arrive, je pense qu'on a besoin du public. Je vous dis 1, 2, 3, vous dites jingle. On essaye? Je peux compter sur vous? 1, 2, 3. Jingle. Voilà, et on passe donc le relais à une grande voix de Radio France, de France Culture, Françoise Saltiel, pour parler à nouveau d'intelligence artificielle, et en l'occurrence de désinformation. C'est à vous, François. Merci beaucoup. Merci donc d'être là dans ce beau Studio 104 pour parler, alors cette fois, de désinformation. Depuis le début de cette journée, on parle beaucoup des coulisses de la fabrication de l'information et vous êtes au bon endroit, à la Maison de la Radio, pour essayer de voir et de décrypter et d'analyser comment cette information s'opère chaque jour sur les ondes. Mais la désinformation est bel et bien là également, plus que jamais, pourrait-on dire, notamment avec l'apparition de nouveaux outils d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA générative, qui nous plonge un peu tous, j'imagine que vous êtes comme nous, plongés dans une sorte de brouillard informationnel, encore plus depuis la situation géopolitique après la guerre en Ukraine et maintenant le conflit entre Israël et le Hamas. On ne sait plus trop comment s'y retrouver sur ce volume d'informations, ce flux qui nous submerge. On va en parler justement ce matin en compagnie de 3 invités qui connaissent bien les questions de désinformation. Je vous présente Chine Labbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef Europe de la plateforme américaine NewsGuard qui lutte contre la désinformation. À vos côtés, Stéphane Bouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Vous êtes le créateur et le directeur de Viginum, qui tente de déceler les entreprises de déstabilisation et d'ingérence de puissances étrangères sur notre sol, et notamment dans le cyberespace. Et enfin, à vos côtés, pour compléter ce trio, Rudi Reichstadt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Conspiracy Watch, qui lutte contre les propos conspirationnistes, comme son nom l'indique, et également qui lutte contre l'antisémitisme. Pour introduire justement cette table ronde, cette petite conférence où je vais bien sûr compter sur vous, non pas uniquement pour envoyer des jingles, mais également pour poser des questions. Chine va nous faire une petite présentation, je crois, en images pour introduire cette table ronde. Tout à fait. Peut-être je me lève, comme ça c'est un peu plus dynamique. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. On m'a demandé de faire un petit topo pour introduire ce panel sur désinformation et IA, et j'ai appelé ça la révolution industrielle parce qu'on assiste effectivement depuis quelques mois et quelques semaines encore plus à des mutations technologiques très rapides qui sont véritablement en train de bouleverser le paysage de ce qu'est la désinformation et entraîner des bouleversements sociétaux beaucoup plus larges. Alors, très rapidement, je vais vous décrire 3 dangers que l'on perçoit, nous, liés à l'IA en matière de désinformation. D'abord, bien évidemment, l'utilisation d'outils d'IA pour générer des infox. Ensuite, leur utilisation pour nourrir des campagnes de désinformation étatiques par des agents étrangers. Et puis, l'utilisation de l'IA pour imiter des médias crédibles, saper la défiance dans les médias et créer des médias alternatifs. Alors, sur l'utilisation des outils d'IA pour générer des infox, vous l'avez bien vu depuis plusieurs mois et plusieurs semaines, on a de plus en plus d'images, de vidéos, d'extraits audio générés par IA. On observe une accélération des progrès techniques qui font que ces images sont de plus en plus crédibles et donc de plus en plus virales. Quelques exemples sur cette slide. Ici, vous avez une image d'un soi-disant camp de réfugiés qui aurait été créé pour accueillir les Israéliens déplacés par la guerre Israël-Hamas. Ce camp n'existe pas. Si vous regardez le drapeau en fond de l'image, on voit bien qu'il y a 2 étoiles de David, l'une dans l'autre. Donc il y a des défauts assez évidents encore. Malgré tout, cette photo a été très virale sur les réseaux. Un autre exemple, très rapidement, cet homme qui sortirait des décombres à Gaza, 5 enfants. Si on regarde de près, en fait, l'un de ces enfants a un bras en trop, mais malgré tout, ces images, elles fonctionnent. Donc la question, l'inquiétude, c'est quid du moment où ces images n'auront plus ces défauts évidents. On a déjà plus ces problèmes avec les extrémités qu'on pouvait avoir il y a encore quelques mois, les mains, les pieds, et ça va très vite. Donc c'est ça qui nous inquiète. Nous inquiète d'autant plus
puisque 2024, il ne faut pas l'oublier, c'est une année où il y a énormément d'élections législatives, présidentielles dans le monde. On pense aux États-Unis, bien sûr, on pense aux élections européennes, et je pense qu'on sera amené à en parler. Mais il y a aussi en 2024 des élections en Finlande, à Taïwan, en Indonésie, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Moldavie, un voisin de l'Ukraine. Enfin, il y a vraiment des élections partout dans le monde et dans des pays qui ont des langues qui, malheureusement, bénéficient moins de modération de contenu que l'anglais. Un exemple qui doit nous mettre en garde à l'orée de ces multiples scrutins, c'est celui des élections législatives slovaques de septembre dernier. 2 jours avant le scrutin, un enregistrement audio manipulé est devenu très viral. On y entendait le dirigeant du parti centriste parler de manipuler les élections avec une journaliste slovaque. Cet audio avait été fabriqué, mais il est devenu très rapidement viral et évidemment il a servi le candidat populiste qui est depuis devenu Premier ministre. Pourquoi ? Parce que pendant toute sa campagne, ce dernier avait justement parlé sans preuve aucune d'un potentiel trucage des élections. Cet enregistrement audio manipulé, il a bénéficié d'un trou dans la raquette dans la modération des contenus, puisqu'il n'a pas été retiré, par exemple, de Meta. Pourquoi ? Parce que les règles de modération de la plateforme des contenus manipulés visent les vidéos et non pas les enregistrements audio. Donc tout ça, ça fait craindre évidemment ce genre d'événements pour tous les scrutins à venir. Ici, donc, je vous ai donné des exemples photos, des exemples audio. Évidemment, il y a de plus en plus de vidéos, deepfake aussi. Et on observe une forte accélération depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que notamment il y a eu une amélioration, notamment dans le mouvement des lèvres pour le rendre plus réaliste. Beaucoup de deepfakes visant Volodymyr Zelensky, par exemple, en Ukraine depuis quelques semaines. En miroir, ce qui est très inquiétant et ce qu'on observe de plus en plus, c'est l'utilisation du spectre de l'IA, donc même pas de l'IA finalement, pour faire douter d'images bien réelles, en disant mais attention, ce sont des images générées par IA. Donc ça, c'est évidemment très inquiétant parce que s'il suffit de dire qu'une image est générée par IA pour faire douter de sa réalité, de son existence, sur quoi va-t-on pouvoir s'accorder dans les mois et années à venir ? 2 exemples qui datent de ces dernières semaines. Ici, la photo d'un bébé israélien brûlé qui avait été relayé par les autorités israéliennes, qui a été partagé de manière très virale par des utilisateurs des réseaux sociaux disant « Regardez, c'est un faux ». En fait, c'était une photo d'un chiot à la base. En fait, la photo générée par IA, c'est la photo du chiot. Et pareil, on a vu des photos montrant des dirigeants du Hamas vivant dans le luxe qui ont été relayées par des gens sur Internet et d'autres disant « Mais non, ce sont des images générées par IA ». Or, ces images, elles sont apparues dans la presse israélienne depuis plusieurs années. Ce qu'on peut craindre aussi en termes d'utilisation des outils d'IA génératifs, c'est les textes produits par les chatbots d'IA générative, donc les ChatGPT et consorts. On a voulu tester le potentiel de multiplicateur de force en fait de ces outils pour créer des contenus de propagande, de désinformation. Donc dans la société pour laquelle je travaille, on a mené des audits le dernier en août dernier pour essayer justement de voir quelle était la propension de cet outil à relayer des infox. Le résultat était assez accablant, c'est-à-dire que dans 98% des cas, ChatGPT se prêtait au jeu et relayait et écrivait des textes très détaillés relayant des fausses informations. 80% dans le cas de Bard, et on avait fait ce test en début d'année et les résultats étaient quasi identiques. Donc malgré les messages des dirigeants de ces sociétés d'IA générative disant qu'il y avait de plus en plus de garde-fous, finalement on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Et donc, quel est le danger si des États étrangers se saisissent de ces outils ? On voit qu'ils y ont déjà pensé, avant même de se saisir des pleines potentialités de l'IA, et notamment avec les chatbots. Des médias de propagande en Russie et en Chine se sont déjà servis de ces nouveaux outils d'IA comme d'une source faisant autorité pour asseoir leur récit. Un exemple très rapide, RT en mars dernier a fait tout un segment, donc RT c'est le média de propagande russe qui a été interdit de diffusion dans l'Union européenne en mars dernier, tout un segment pour dire
dire, regardez, la révolution de Maïdan en Ukraine, c'était un coup d'État orchestré par les États-Unis. La preuve, ChatGPT le dit, se servant de ChatGPT comme d'une vraie source, alors que ChatGPT, finalement, comme on l'a vu juste avant, peut dire tout et n'importe quoi si vous lui demandez. Pareil pour le China Daily, donc une source d'État chinoise qui a cité ChatGPT pour asseoir le récit selon lequel un laboratoire au Kazakhstan serait dirigé par les États-Unis pour développer des armes contre la Chine. Mais le véritable risque, bien évidemment, c'est celui de l'utilisation à des fins de propagande, des outils, ChatGPT, etc., pour justement multiplier la force et faire à moindre coût et à large échelle des campagnes de désinformation. Et ce, d'autant plus, et c'est important de le souligner, je pense, que ChatGPT ne désinforme pas de la même manière dans toutes les langues. On a soumis ChatGPT à un test en avril dernier. On a voulu voir si ChatGPT était plus prolixe en ce qui concerne des récits de propagande chinois en anglais ou en chinois traditionnel et en chinois simplifié. En anglais, ChatGPT s'est refusé à reproduire les fausses affirmations qu'on lui a soumises dans 6 des 7 cas. Et en chinois simplifié et traditionnel, il l'a fait pour chacun des récits qu'on lui a proposés sur les Ouïghours, sur Hong Kong, etc. Donc évidemment, comme on sait que l'IA générative a aussi fortement amélioré la qualité de la traduction, la rapidité de la traduction, c'est évidemment quelque chose que l'on doit craindre. Et le dernier risque que je voulais évoquer pour finir, c'est celui de l'utilisation par des acteurs malveillants qui pourraient être étatiques aussi, d'utiliser l'IA pour imiter des médias traditionnels et à la fois saper la confiance dans les médias classiques, diffuser de fausses informations et aussi, ce faisant, siphonner les revenus dont les médias ont tant besoin. Depuis le début de l'année, chez NewsGuard, nous suivons les sites d'actualité entièrement générés par IA sans supervision humaine. On les définit comme ceux pour lesquels il existe des preuves que le contenu est en tout ou partie produit par l'IA et qu'il n'y a pas de supervision humaine. Comment on s'en rend compte? Parce qu'il y a souvent au moins un article avec un message d'erreur. En tant que langage d'IA, je ne peux pas produire ce récit. La preuve qu'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de journaliste comme dans cette belle maison de la radio. Le nombre de ces sites, il explose. Début mai, on en avait identifié 49. Aujourd'hui, on est à 557. Et 61 d'entre eux ont été créés cette année. Les autres, c'est juste nous qui les découvrons au fur et à mesure qu'ils gagnent en popularité. Pas énormément en français pour l'instant, mais on en a aussi dans notre langue. Et si pour l'instant ces sites semblent plutôt créés pour générer du clic, diffusent des articles assez sans intérêt, avec un langage assez insipide pour amasser de l'argent publicitaire, ils commencent à diffuser des infox. Un exemple très récent, c'est ce site Global Village Space qui se présente comme un média d'information classique pakistanais et qui a quelques semaines a diffusé une fausse information selon laquelle le psychiatre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se serait suicidé, en gros parce qu'il n'en pouvait plus d'entendre ce que Netanyahou lui racontait dans son cabinet. Il s'avère que ce psychiatre n'existe pas. Il n'y a pas de décès au nom de Moshe Yatzom dans les semaines passées. Et en fait, tout est parti d'un article satirique de 2010 qui a été résumé sur ce site généré par IA, Global Village Space, et présenté comme de l'actualité. Ça a explosé sur les réseaux sociaux et ça a fini par atterrir sur la chaîne d'État iranienne où ça a servi une campagne de désinformation iranienne qui, pour le coup, a lieu depuis plusieurs semaines, qui vise à présenter Netanyahou comme psychologiquement instable. Donc, on le voit, le risque de ces médias, il est important en termes de génération d'infox, mais je voudrais juste finir sur un autre aspect qui est, selon moi, s'inscrit aussi dans cette conversation, c'est qu'il est aussi dangereux pour les médias traditionnels. Pourquoi ? Parce que ces robots plagiaires, finalement, ces sites qui vont plagier du contenu en le résumant dans des médias qui dépensent beaucoup d'argent pour créer ce contenu de qualité, en le résumant et donc sans d'ailleurs forcément qu'on sache s'il s'agit légalement de plagiat ou pas, ils vont siphonner des revenus qui pourraient, des revenus publicitaires qui pourraient nourrir ces médias. 298 des 557 sites d'actualité générés par IA qu'on a relevés à ce jour diffusent des publicités programmatiques.
Donc RSF, en s'appuyant sur ce rapport que nous avons sorti, a appelé les annonceurs à ne pas diffuser des publicités dans ces fermes de contenu alimentées par l'IA, parce qu'évidemment, la meilleure barrière contre la désinformation dans les années à venir, ça restera quand même le journalisme de qualité, et il a besoin de gagner de l'argent. Voilà, donc je vais retourner sur la slide d'origine. Merci. Merci beaucoup, Chinabé, pour ces propos rassurants. Rudy Reichstadt, Stéphane Bouillon, est-ce qu'on peut considérer que vraiment le conflit Israël-Hamas a été un moment déterminant? Est-ce qu'il y a un avant-après par rapport à la propagation justement de vidéos tronquées, truquées? Alors, dans ce que vous évoquez, il y a des choses qui ne sont pas totalement nouvelles. Vous le savez, on parle beaucoup de deepfake depuis un certain temps maintenant. Mais on a tout de même l'impression qu'à l'orée de ce nouveau conflit, qui est malheureusement loin d'être terminé, on sent qu'il y a un moment de rupture avec une apparition très forte de ces nouvelles vidéos qui sèment d'autant plus la confusion. Est-ce que c'est un constat que l'on peut faire, Rudy Reichstadt? Nous, ce qu'on a observé, c'est d'abord, bonjour à tous, pardon, mais ce qu'on a observé, c'est une circulation frénétique du faux, des fausses informations, au service notamment de discours complotistes, de discours très orientés politiquement, très propagandistes, assez comparable, ce moment de frénésie, à celui qu'on a pu vivre au moment de la crise sanitaire, et singulièrement au moment du confinement, lorsque tout le monde était branché sur son smartphone et se partageait, notamment sur des messageries cryptées comme WhatsApp, des contenus faux, parce que le faux circule plus vite que les contenus d'information, 6 fois plus vite, selon une étude qui avait été faite en début 2018, je crois, sur Twitter. Il faut rajouter à ça que une grande partie des contenus qui sont partagés sur une plateforme comme Twitter, je crois que la majorité le sont sans être consultés au préalable. Ils le sont, on le sait, parce que on sait que les gens ne cliquent pas dessus. Donc là, majoritairement, ces contenus-là sont partagés sur la base du titre, et même parfois d'un titre qui est tronqué. C'est ça qui donne une prime considérable à la capacité aujourd'hui à désinformer. Sur la séquence Israël-Hamas, on a le chiffre qui a été relevé par NewsGuard qui montre que sur les premières semaines, l'essentiel, les 3/4 de la désinformation sur ce sujet-là provenait de comptes certifiés, c'est-à-dire de comptes qui payent pour pouvoir bénéficier d'une prime de visibilité algorithmique sur Twitter, et de comptes qui se monétisent aussi grâce à leur activité en ligne, et notamment grâce à la désinformation. Donc aujourd'hui, on est, avec Twitter en particulier, sur une plateforme qui rémunère la désinformation qui a des externalités négatives sur l'ensemble de la société, que nous soyons utilisateurs ou pas de cette plateforme. Je pense que c'est important de rappeler aussi, quand vous parlez de comptes certifiés, il y a eu 2 époques, des comptes certifiés. Les comptes certifiés avant la reprise en main d'Elon Musk, qui étaient donc des badges bleus, qui étaient attribués à des journalistes, à des personnalités publiques, qui devaient concrètement envoyer un papier d'identité pour certifier justement de leur compte. C'était d'ailleurs un badge que beaucoup de journalistes cherchaient à avoir, beaucoup de personnes cherchaient à avoir, qui était donc une certaine gage de crédibilité. Et aujourd'hui, les badges bleus n'ont plus du tout cette fonction-là, elles ont presque la fonction inverse. Surtout, les anciens ont été retirés. Les anciens ont été retirés, et aujourd'hui, il suffit donc de payer pour obtenir ce badge bleu qui permet une caisse de résonance, une amplification de ces contenus-là. Donc c'est un outil parfaitement adapté pour les agents de la désinformation, et c'est en cela où on arrive à ce pourcentage, je crois, de 73 ou 74% des contenus viraux et qui ont été donc des contenus de mésinformation, de désinformation qui sont liés à des comptes certifiés. Vous avez évoqué justement la crise sanitaire. Je crois que Viginum a été créé à peu près à cette période-là, enfin autour de cette période-là. Viginum, vous allez pouvoir, Stéphane Bouillon, nous rappeler quelles en sont ces missions, sachant que ce sont des missions qui ont d'autant plus d'importance que l'actualité vous pousse à être d'autant plus vigilant par rapport à la profusion de ces contenus de désinformation. Mais pour comprendre, Viginum, je crois, doit essayer de pointer du doigt la responsabilité de certains agents qui tentent de déstabiliser d'une manière ou d'une autre notre pays, la démocratie. Oui, effectivement, Viginum a été créé après l'assassinat de Samuel Paty. Parce qu'on avait senti sur les réseaux sociaux une multiplication d'attaques contre la France en accusation d'islamophobie, et on s'est demandé d'où ça venait. Et on a vu apparaître un certain nombre de sites qui n'existaient pas et qui sont remontés finalement à la Turquie, et on a pu demander à la Turquie d'arrêter ces désinformations, ce qui a pu être fait. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que si pour ce type d'accident ça avait pu se produire, évidemment, il y avait
un risque d'occurrence dans tous les domaines. Donc, Viginium a été créé, non pas pour faire ce que vous faites, mesdames et messieurs, c'est-à-dire dire ça c'est faux, ça c'est vrai, parce que ça n'est pas notre rôle, c'est le rôle des journalistes et c'est le rôle de la justice. Nous, notre rôle, c'est simplement d'expliquer comment c'est fabriqué et d'où c'est venu. C'est-à-dire pouvoir indiquer à l'internaute que lorsqu'il pense être sur un chat en train de discuter avec son voisin de Carpentras, de Valenciennes ou de Perpignan, en fait, non, il est en train de discuter avec un troll qui est installé dans une ferme à trolls à côté de Saint-Pétersbourg, et en l'occurrence, c'était évidemment Wagner, ou dans n'importe quel pays, à vrai dire, et parfois avec des relais de pays. Lorsqu'il pense qu'il est en train de liker ou de retweeter tel ou tel message parce qu'il y a 200 000 ou 300 000 personnes qui sont d'accord avec lui, en fait, on lui explique que ces 200 ou 300 000 tweets sont apparus entre 1h et 1h15 du matin, à partir de rien, et que donc, il y a de fortes probabilités que ce soit des bots qui soient intervenus sur ce sujet. Après, libre à lui s'il le décide de croire, et après tout d'être d'accord avec les bots et d'être d'accord avec ce que la ferme à trolls essaie de lui faire valoir. Mais nous, notre principe, c'est de faire valoir l'insincérité ou la sincérité du débat. C'est-à-dire d'indiquer que le débat est clair et que les gens avec qui il parle existent bien et sont bien ce qu'ils prétendent être, ou pas. Et de ce point de vue-là, on se rend compte en termes d'industrialisation que tout ça est en train très largement d'évoluer. Vous avez évoqué l'ensemble des fake news et des choses qui peuvent se produire. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi le typo-squatting, c'est-à-dire prendre un vrai site, mais simplement modifier son adresse pour que celui-ci remplace le site véritable. Et ensuite, évidemment, utiliser des bots pour le faire monter dans les algorithmes et qu'il devienne ainsi visible. C'est ainsi qu'en utilisant, au lieu de faire .fr, vous faites .fm, et ça vous permet d'avoir des ministères, des journaux, des radios, des médias qui vont commencer à annoncer une fausse information très bien faite au demeurant, avec les mêmes caractères, la même vision, parfois même le même type éditorial, parce que l'intelligence artificielle aide à jouer sur ce sujet, sauf que l'information va être complètement à contresens de ce que la vraie personne, le vrai média, aurait pu raconter. Et ça s'est vu en particulier pendant la guerre Ukraine-Russie. Ça se voit évidemment beaucoup aujourd'hui sur notre sujet et cette terrible guerre entre Israël et le Hamas. Et ça va se voir. Vous avez parlé des élections, j'aurais pu rajouter la Grande-Bretagne, parce qu'ils vont aussi avoir des élections prochainement. On sent que tout ça, maintenant, est en train de se monter, de s'industrialiser. Je crois d'ailleurs qu'il y a 52 élections qui sont à venir en 2024, donc des élections majeures bien sûr européennes et aux États-Unis. On sait à quel point les moments où la population est amenée à voter sont des moments propices pour semer de la division, puisqu'il y a forcément des propos clivants et une polarité. J'aimerais qu'on prenne un exemple qui me semble assez symptomatique de tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire à la fois des techniques d'amplification et surtout la nécessaire attribution. C'est-à-dire c'est quand même pas simple de se dire qui est derrière cette initiative. Et si j'ai bien compris, c'est donc votre rôle de revenir à la source, à l'émetteur du message, en dépit de sa véracité ou non. Prenons le cas des étoiles bleues de David que vous avez, j'imagine, tous suivis, qui sont apparues sur les murs de Paris en pochoir. Donc ces étoiles arrivent, certaines personnes les relaient. Il y a donc une visibilité de ces étoiles bleues qui est très forte. Les médias aussi s'en font écho. On a appris, il me semble, par la suite que ces images ont été amplifiées, donc là par des outils d'intelligence artificielle, parce que ce qu'il faut peut-être bien comprendre, c'est que dans l'IA, il y a plusieurs niveaux d'IA. On parle d'IA génératif, mais l'amplification, c'est aussi une forme d'IA. Et ensuite, on cherche à remonter le fil de l'origine, du commanditaire de ces étoiles. Je crois que vous avez publié récemment un communiqué de presse sur cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette entreprise des étoiles bleues? En fait, on a réussi à remonter, au-delà des peintres, si je puis dire, on a réussi à remonter à travers différents réseaux et réseaux sociaux. En fait, ce qui nous a marqué, c'est que ce sont des réseaux sociaux russes qui ont commencé à annoncer les étoiles bleues avant même que, en France, on se soit rendu compte qu'elles étaient sur les murs.
Donc on en a conclu effectivement qu'il y avait une forme de prescience qui pouvait être un peu bizarre. Donc ça nous a permis de faire remonter ces éléments-là et donc de pouvoir attribuer à ces sites. Après, vous avez raison, la notion d'attribution, juridiquement et techniquement, elle est très compliquée. Elle est très compliquée à la fois pour les cyberattaques, mais elle est également très compliquée sur ce sujet. Donc nous sommes obligés de prendre un certain nombre de précautions en disant que ça vient de tel pays. Et là, l'adresse nous démontre effectivement que l'ordinateur était situé dans tel pays. De temps en temps, on est capable de pouvoir indiquer plus précisément quelle est la boîte, et on l'a fait en particulier pour ce qui concerne des attaques en provenance de l'Azerbaïdjan il y a quelques jours. Et donc, ça nous permet de progressivement remonter. La question après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a évidemment les protestations diplomatiques. La contre-attaque dans ces pays-là, c'est même pas la peine d'espérer imaginer quoi que ce soit, puisque de toute façon, il n'y a pas de liberté d'information, il n'y a pas de liberté de communication. Donc on en est réduit à cet aspect-là, mais quand même, on essaie de jouer aussi sous l'angle judiciaire. La loi de 1880 en France, c'est un joyau qui permet, 140 ans après, de toujours pouvoir continuer à incriminer l'auteur et celui qui l'a transporté de la fausse information. Si je peux me permettre une parenthèse, oui. Que c'en est une d'arriver à attribuer, par exemple, que ces sites proviennent d'une amplification qui est liée, je crois, au site RNN. Donc RRN. C'est ça, donc un oui. Site russe. C'en est une autre d'arriver à faire le lien entre ce site et pourquoi pas le Kremlin. C'en est une autre, effectivement, parce que de toute façon, à un moment ou un autre, les choses vont être tranchées d'une manière ou d'une autre. Simplement, on voit bien la concordance des temps, si je puis dire, entre une attaque qui va nous concerner sur tel ou tel sujet, et puis par ailleurs, ces temps-ci, les positions que la France peut prendre en faveur de l'Arménie par rapport aux difficultés qu'elle peut avoir avec l'Azerbaïdjan. Donc on a tendance à considérer que, encore une fois, ça n'est pas une coïncidence. Donc on peut jouer sur cet aspect-là. On peut ensuite faire des observations, et en l'occurrence, des observations ont été faites à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan. Mais voilà, après, ça peut pas aller plus loin, mais pour nous, l'objectif, c'est pas forcément de dire il est mauvais, il est méchant, il nous attaquait. C'est surtout que les gens, lorsqu'ils lisent l'information, sachent bien que c'est une information qui est inventée, détournée, tronquée, pour obtenir un autre objectif que celui-là, et donc détourner la sincérité, encore une fois, du débat. Nous, notre cible, c'est pas de dénoncer le coupable, c'est de dénoncer la manœuvre et de pouvoir indiquer aux gens qu'ils sont en train de lire quelque chose qui correspond à un objectif tout à fait différent de ce à quoi ils pourraient s'attendre. Et c'est là où effectivement on arrive à la problématique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le démenti, la réhabilitation de la vérité, parfois est un message qui passe qui est moins audible que l'effet de déstabilisation qui a été réussi dans le cas des étoiles bleues. Elles ont fait la une des médias. Si on réfléchit, c'est quelques étoiles dans les murs de Paris. Je veux dire, c'est rien du tout. Et pour autant, ça envahit l'espace médiatique, numérique et médiatique. Et surtout qu'on a sur cette histoire le fin mot de l'histoire. Mais qui aura été exposé finalement aux conclusions de l'enquête? L'enquête nous dit que finalement ce sont des Moldaves qui ont réalisé au pochoir ces tags dans les rues de la région parisienne, que derrière il y avait un commanditaire russe qu'on a identifié et qui lui dit agir pour le compte d'une organisation totalement inconnue au bataillon qui s'appellerait Bouclier de David et qui aurait pour objectif de soutenir la cause d'Israël et des Juifs. En réalité, ce commanditaire russe, il est connu... Je crois qu'il est moldave, pardon, ce commanditaire. Il n'est pas moldave, ce commanditaire. Je vous parlais d'Anatoly Prisenko. Je pense que c'est un commanditaire moldave pour le site RNN, il me semble. Et surtout, il est connu pour avoir lui-même tenu des propos antisémites. C'est ça qui est quand même... Voilà. Donc, on est là face à une opération de déstabilisation qui nous laisse effectivement tous perplexes et qui fonctionne, puisqu'encore une fois, qui aura été exposé aux conclusions de l'enquête? Et là, on voit, Chine Labbé, justement dans cette opération-là, que c'est l'articulation de manœuvres, on va dire, artisanales, de désinformation, faire des faux tags, ou du moins sur les murs. Donc c'est vraiment, on va dire, une forme la plus ancestrale, finalement, de communication, mêlée à de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire aussi que la désinformation avec des outils artisanaux fonctionne toujours et fonctionne même très bien.
Oui, et c'est vrai qu'on parle de deepfake depuis plusieurs années. Encore l'année dernière, quand on me demandait de parler de ce sujet, je disais mais attendez, calmez-vous, les deepfakes c'est très bien, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas en fait. Là, c'est en train de changer, on en voit depuis quelques semaines, mais en parallèle, ce qu'on observe, c'est que les méthodes artisanales, y compris sur Internet, pas juste dans la rue, mais dans la rue en plus. Les méthodes artisanales, à savoir photoshopper un mémo de la Maison Blanche pour changer quelques mots, sortir une vidéo de son contexte, une vidéo qui est bien réelle, ou juste aller changer la traduction et les sous-titres sans même prendre la peine de changer l'audio d'une vidéo, ça marche très bien et ça marche encore. Donc quelque part, c'est ça qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que sans même l'IA, on était face à des campagnes qui marchaient. Aujourd'hui, on a en plus l'IA, et aujourd'hui on a ce dont je parlais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire avoir, grâce au spectre de l'IA, la possibilité de faire douter à tous et à toutes de tout. Et comme le disait très bien Rudy, ce qui est très compliqué, c'est qu'une fois qu'on fait douter de tout, sans même avoir fait croire à un autre message, qui va aller ensuite prendre la peine de voir les résultats définitifs d'une enquête, de lire les tenants et aboutissants de tel et tel message. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, je vais donner la parole à Rudy dans un instant, mais justement quand vous évoquez la suspicion du vrai, et je crois qu'on le comprend bien ce matin, le problème de l'IA, ce n'est pas seulement la fabrication du faux, mais la suspicion du vrai. Dans le cas de la photo qui a été brandie par le ministre israélien de ce fameux bébé, on l'a essayé de le soumettre à des outils, notamment des outils qui s'appelaient IA or not, censés désigner si cette photo a été produite, générée par de l'intelligence artificielle ou pas. Un coup, cet outil nous dit oui, un coup, cet outil nous dit non. Pour avoir aussi interrogé dans le cadre de mes émissions des gens qui sont spécialistes du sujet, ils nous disent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'outils 100% fiables qui nous permettent de savoir si une image a été tronquée ou non. Une image et même un texte, GPT-0, ça marche pas très bien. Ça nous donne une indication, mais parfois il se trompe. Si vous voulez, si on a un outil qui fonctionne à 80%, c'est problématique parce que dans 20% des cas, vous êtes à côté de la plaque. Donc ça vous permet absolument pas, de manière définitive, de situer un propos. Donc on est effectivement dans ce flou, dans ce gris, dans lequel il va être de plus en plus difficile d'affirmer un propos et une vérité et la conclusion d'un rapport, par exemple. C'est là où on sent quand même particulièrement désarmé, c'est-à-dire entre ces outils, la confusion qu'ils peuvent générer et nos moyens de lutter, de tenter de remettre le vrai. On voit qu'on ne joue pas à armes égales, Rudy. Non, on ne joue pas à armes égales, c'est-à-dire que c'est un combat éminemment asymétrique, très clairement, parce qu'on ne lutte pas contre le faux par plus de faux, on lutte contre le faux ou le mensonge par la vérité de l'enquête, qui n'est pas du tout la même temporalité que celle des réseaux sociaux, qui est celle de l'immédiateté. L'enquête, ça peut prendre de quelques minutes à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la recette, c'est toujours la même de la fake news ou de la théorie du complot. Une bonne théorie du complot ou une fake news efficace va mélanger le vrai et le faux, le vérifié et l'invérifiable, ou le spéculatif. Bon, ça a toujours été le cas, d'une certaine manière. Pour intoxiquer les gens, il faut donner l'apparence du vrai. Bon. Mais la situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, c'est effectivement la production industrielle par des campagnes de déstabilisation, etc., d'un côté avec des moyens importants, et de l'autre, le fait que ces campagnes de désinformation peuvent aussi être largement relayées et démultipliées, pas à l'infini, mais considérablement, parce que précisément le coût d'accès à ces technologies-là s'est totalement effondré, il est proche de zéro. Aujourd'hui, avec un smartphone et une connexion Internet, on peut, à son tour, devenir un acteur de la désinformation, parce qu'on aura soi-même été intoxiqué et désinformé en amont. Donc presque un acteur de la désinformation de bonne foi, d'une certaine manière, pas seulement un relayeur. Voilà. On va peut-être poursuivre la discussion en prenant quelques questions dans la salle pour faire un jeu de questions-réponses avec nos invités. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a une main qui se lève. Vous manifestez. Premier rang, je crois. Il y a des micros qui circulent. Il y a un micro, oui, un micro, là, ça y est. Une question à monsieur Stéphane Bouillon. Comment se fait-il que la technologie de la blockchain n'est pas utilisée pour justement authentifier les sources de l'information ? Alors, vous me posez une colle technique, je ne saurais pas vous répondre sur ce sujet. On essaie de se moderniser et d'être le plus fort possible sur ce genre de choses. Ce que je peux vous dire,
par rapport à ce qui a été évoqué, c'est qu'en matière d'intelligence artificielle, c'est aussi pour nous une arme pour pouvoir lutter contre les méfaits de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser l'ensemble des progrès des techniques pour pouvoir avancer dans ce domaine. Sur la blockchain, honnêtement, je suis désolé, mais là, je laisse peut-être Rudy répondre. Non, moi, j'ai peut-être un début de réponse sur la blockchain, c'est qu'on s'en sert, la blockchain, pour authentifier un message, et donc c'est l'auteur du message qui va se servir de la blockchain pour dire mon message est vrai. Mais lorsqu'on produit de la désinformation et du faux, on n'a aucun intérêt à passer par la blockchain. On a tout intérêt au contraire à faire les choses de manière très opaque et à diffuser de manière sauvage sa désinformation sur les réseaux. Mais ce qu'on peut retenir peut-être de la blockchain, c'est ces deux attributs qui sont la traçabilité et aussi la force du collectif par une sorte de duplication et donc non pas de collaboration finalement et de décentralisation. Donc peut-être que la blockchain peut être un outil à terme, enfin du moins ces attributs pourraient être utilisés pour pouvoir lutter contre la désinformation. Et c'est important aussi de parler de l'IA défensif, hein. C'est-à-dire l'usage aussi de l'intelligence artificielle pour contrer la désinformation liée à l'IA. Peut-être il y a une deuxième question ouais, au centre de la salle. Allez-y, madame. On vous écoute. Ah, c'est bon. Oui, c'est vous. Bonjour, Mehdi Laconi, je suis enseignante dans le numérique et j'ai des publics de 17 à 57 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, je parle à des générations différentes. Ceux qui ont plus de 35 ans ont l'esprit critique et les plus jeunes, la génération TikTok, Instagram, etc., est moins critique. Quelles sont les solutions? Est-ce que vous avez étudié les profils? Moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que je ne m'adresse pas de la même manière à ces publics-là. Et c'est un vrai sujet, je pense qu'on oublie aussi la cible. Et la francophonie, je suis très francophile, la francophonie, on l'oublie. Mais quand je m'adresse à des publics en Afrique, par exemple, ou en France, ce n'est pas du tout la même chose. Quelles sont les solutions? Merci. J'y vais. Écoutez, il y a quelques années, il y a une grande enquête d'Olivier Galland et Anne Muxel sur 7 lycées franciliens. Et donc, notamment, il y a tout un chapitre sur l'accès des jeunes, des lycéens, à l'information. Ce qui était soulevé dans ces travaux, c'est que beaucoup de jeunes ont un rapport à l'information qui est un rapport très relativiste. C'est-à-dire que la différence entre les opinions et les faits, entre les croyances et les savoirs, les connaissances, est largement brouillée. Et ils auraient tendance, en tout cas ceux concernés par cette étude, à considérer que finalement il y a des narratifs, entre guillemets, anglicisme, des narratifs disponibles, et que, un peu à la manière d'un consommateur individualiste, ils font leur marché. Ils prennent le narratif sur l'étagère qui correspond le mieux, qui est le plus conforme à leur vision du monde. Ça, c'est inquiétant parce que, à terme, ça produit des communautés, des niches, des gens qui ne partagent plus le même socle commun de réalité, le même monde commun, qui ne peuvent plus, du coup, s'entendre dans le cadre d'un débat démocratique et qui se condamnent à devenir un dialogue de sourds, avec les conséquences qu'on sait. Assaut contre le Capitole en 2021, ce qui s'est passé à Brasilia au début de l'année, c'est-à-dire au sein de la même société, des gens qui n'ont plus le même rapport au réel, pour qui la réalité n'est plus quelque chose de partagé. Deux réactions peut-être rapides, oui. Et une, j'en profite pour une parenthèse, oui. Vous avez totalement raison, je pense que ce qu'on appelle le mythe des digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec le numérique, c'en est un mythe, il faut vraiment le briser. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec le numérique, ce n'est pas parce qu'ils savent mieux que vous utiliser TikTok ou Snapchat qu'ils en comprennent forcément les tenants et aboutissants, et je pense qu'on fait souvent cette erreur de penser qu'ils ont la connaissance du numérique. Non, il y a une culture numérique qui est manquante et il convient justement d'y remédier. Deux réponses là-dessus, rapides. Deux points là-dessus. D'abord, on travaille avec l'éducation nationale pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une éducation au cyber et à l'information et à la désinformation. Donc on travaille de plus en plus, on monte des programmes avec l'éducation nationale pour apprendre aux jeunes à maîtriser, si je puis dire, leur ordinateur et à savoir, ou leur téléphone portable, et à savoir ce qui se passe dessus, et donc à essayer de démêler le vrai du faux. Et on essaie de pousser là-dessus, y compris bien sûr en travaillant sur les réseaux sociaux. Le deuxième élément, c'est qu'on essaie de travailler aussi avec les réseaux sociaux pour que ceux-ci adoptent une forme de discipline ou une forme d'information vis-à-vis des jeunes. Là, je dois dire que ça marche avec certaines plateformes, ça ne marche pas avec TikTok et avec quelques autres, et donc ça pose effectivement un souci, d'où le travail de réglementation qu'au niveau européen avec le DSA, on est en train de mettre en place pour faire en sorte que ces plateformes soient obligées de signaler aux jeunes lorsqu'il y a des fausses informations qui circulent, ou soit obligé de leur expliquer comment ça fonctionne et comment ça se passe.
Juste en 2 mots, je voulais juste dire que l'éducation aux médias, c'est effectivement un sujet très important. En ce moment, il y a les États généraux de l'information, donc il faut espérer qu'il y aura des avancées à ce niveau-là aussi, parce que c'est une cause dont on doit tous se saisir. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas penser l'éducation aux médias que pour les plus jeunes. C'est aussi hyper important pour les seniors, par exemple. Il y avait une étude qui avait montré que beaucoup des infox virales en ligne, en fait, étaient relayées par des seniors. Je pense qu'on a tous dans son environnement familial des tantes, des personnes plus âgées qui nous envoient des choses parfois abracadabrantes. Moi, en tout cas, c'est le cas. Et c'est pour ça que nous, par exemple, chez NewsGuard, on va investir les bibliothèques. On travaille avec les bibliothèques publiques. Et je pense c'est le lieu que nous, on a trouvé comme un autre endroit pour faire de l'éducation aux médias. C'est pas le seul. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu important de se poser la question de quel lieu il faut investir pour toucher, pas que les jeunes, mais toucher toutes les générations. Dernier mot en guise de conclusion. Allez-y, rapidement. Rapidement. Évidemment, le sujet est passionnant. On a été pris par le temps, comme souvent. Peut-être juste 2 petits points pour conclure. Le premier, c'est le temps législatif dont vous parlez. Vous avez justement rappelé la loi. Je pense qu'on est dans une période entre le DSA, le DMA, Digital Services Act, et le DMA qui entre en vigueur donc à la fin août. Un moment où la loi essaye de rattraper un peu le temps perdu. C'est-à-dire que pendant longtemps, ces nouvelles technologies, on les a laissées opérer sans en comprendre totalement ses effets. Sur l'IA, on essaye d'être au même niveau que le temps de la technologie, sauf que c'est 20, on le sait tous, la technologie va toujours 5 fois ou 10 fois plus vite que le temps législatif, mais il y a du moins une volonté. Et le dernier mot pour conclure, je crois que tout ce dont on a parlé depuis le début de cette discussion, c'est aussi le lien de confiance. C'est où se trouve la confiance, comment on peut avoir confiance aux éditeurs de contenu, comment on peut avoir confiance en sa tante ou sa grand-mère qui nous envoie des messages. Et la confiance, ça passe effectivement par le partage, par la discussion, par la rencontre. Et c'est ce que vous avez fait ce matin en essayant avec nous et ensemble de mieux comprendre ces questions passionnantes. Donc, merci à vous. Et je pense que vous pouvez applaudir nos 4 intervenants. Merci infiniment, François Saltiel, pour cette table ronde consacrée à l'IA et à la désinformation.